pile 9h35. J'avais dit qu'on commençait donc à 9h35, précise pour laisser à chacune et chacun le temps d'arriver. On est à peu près une vingtaine de participants donc dans ce café captaire, troisième de la saison, laquelle est la saison 3 donc du réseau captaire. Je vous remercie d'être présente donc à ce nouveau rendez-vous. Un nouveau rendez-vous qu'on va consacrer donc au projet Coudrier avec Cécile Guénon. Cécile Guénon qui, comme donc vous l'avez vu dans l'invitation que vous avez reçue, fait partie de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. Je la laisserai se présenter plus en avant, donc dans quelques instants. Et elle va effectivement nous dévoiler tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le projet Coudrier, comme vous le voyez là dans le menu de ce café captaire, qui est donc une recherche participative dans le Morvan. J'en dis pas plus parce que donc je la laisserai évidemment exposer tout ça plus en détail dans quelques instants. Juste avant de lui céder la parole, je vous signale, au cas où ça vous aurait échappé, mais je suis sûr que non, que vous aurez donc une nouvelle journée régionale du réseau Captaire à la fin de cette année, donc le jeudi 11 décembre 2025 à Saône, donc qui est une commune du Doubs, juste à côté de Besançon, puisque cette journée régionale donc aura lieu en partenariat, comme vous le voyez, avec le Grand Besançon Métropole, ainsi que l'Union régionale des centres permanents d'initiative pour l'environnement, plus connu sous son acronyme de URCPE, donc de Bourgogne-Franche-Comté, et le réseau donc des projets alimentaires territoriaux, le réseau Terali, une journée donc qui sera axée notamment sur les actions, ça vous étonnera qu'à moitié je suppose, pour reconquérir à la qualité de l'eau, avec plusieurs projets qui vous seront présentés et un certain nombre aussi d'actions sur lesquelles on reviendra donc autour de cette reconquête de la qualité de l'eau. Et le gros morceau, ça sera les pistes de travail pour une approche intégrée de l'eau dans les projets de territoire et plus précisément dans les PAT. Vous aurez les détails de cette journée très très bientôt. On vous enverra effectivement toutes les informations nécessaires, mais d'ores et déjà donc notez le jeudi 11 décembre 2025 à Saône pour cette journée régionale du réseau Captaire. Donc je cède désormais la parole comme prévu à Cécile. Cécile, c'est à toi. Bonjour, merci Antoine, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Je vais mettre ma... Voilà. Et je vais essayer de le mettre en... Voilà, normalement, vous voyez. Est-ce que quelqu'un peut me faire un pouce pour me dire si vous voyez bien ma présentation? Super. Donc, je me présente. Donc, Cécile Guénon, je travaille à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne qui est basée à Hanau dans le Morvan. Pour présenter rapidement la structure, on va dire qu'on est un centre de ressources pour les cultures populaires de Bourgogne. Et on travaille principalement sur ce qui se transmet par les pratiques de l'oralité, donc ce qui se transmet de manière orale. On est souvent connu pour notre travail autour des musiques, des chants, des danses et des contes traditionnels de la culture bourguignonne, mais on travaille sur plein d'autres sujets qui affectent le territoire, et notamment sur l'eau, parce qu'on a aussi des pratiques culturelles qui sont liées à l'eau sur le territoire. La Maison du patrimoine oral de Bourgogne est donc une association. On est labellisé Ethnopôle par le ministère de la Culture, donc on a un projet scientifique et culturel, et on fait partie aussi du réseau des écomusées du Parc naturel régional du Morvan. Donc on est une association un peu particulière. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'un projet qui s'appelle Coudrier, qu'on a mené pendant 2 ans, donc de septembre 2023 à août 2025, qui était un projet de recherche participative sur l'eau dans le Morvan. Donc le projet Coudrier, en bref, il avait pour objectif global de renforcer les capacités des habitants et des acteurs locaux pour réduire les risques de pénurie dans un contexte singulier de gestion autonomisée de la ressource en eau. C'est un projet qui a été lauréat d'un appel à projet de l'Agence nationale de la recherche voilà, en 2023, et qui rassemblait 8 partenaires de disciplines et d'horizons différents autour de cette ambition de, en gros, mieux comprendre le fonctionnement hydrographique d'une petite zone du Haut-Morvan, et de voir comment ces connaissances et celles des habitants pouvaient être partagées pour mieux anticiper le futur dans un contexte de changement climatique. Donc les partenaires, rapidement, en fait, on a le laboratoire Biogéosciences qui est basé à Dijon, avec lequel Alter a travaillé sur le projet ICAR il y a quelques années, qui était le coordonnateur scientifique. Euh, L'établissement public de coopération culturelle de Bibract,
qui était le coordonnateur pour la société civile. Un laboratoire, l'Institut des sciences de la Terre, qui est basé à Orléans, enfin un chercheur qui travaille sur la géologie. Le laboratoire de géographie physique à Paris, qui fait donc de la géographie physique avec Frédéric Gob. Le laboratoire Archéorient, qui est basé à Lyon, qui fait de la géographie, histoire, géomorphologie aussi, et archéologie avec Nicolas Jacob-Rousseau. L'unité de service Mosaïque du Muséum national d'histoire naturelle, qui, eux, développent des outils de sciences participatives. Je vous en parlerai un peu plus après. L'association Chemin, qui est une association qui s'est constituée à Glu-en-Glen autour d'un commun rural, enfin, du commun rural que sont les réseaux de chemins sur ce territoire, et nous, la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. Et dans cette recherche, nous, on avait à la fois un champ de recherche disciplinaire en ethnologie, en anthropologie, ethnologie, pour travailler sur la relation des gens du territoire à l'eau, et particulièrement sur les associations syndicales libres de gestion de l'eau, dont je vous parlerai tout à la fin. Et on avait un deuxième rôle dans ce consortium, ça a été de coordonner tout le volet de recherche participative, parce qu'il ne suffit pas de mettre 8 partenaires avec des disciplines et des intérêts différents et des habitants pour que ça marche. Il a fallu construire toute une démarche de recherche participative autour de ce projet pour satisfaire les ambitions qu'on avait. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi pendant 2 ans. Alors, non? Pardon. Pour vous présenter rapidement un peu le terrain d'études sur lequel on a travaillé pendant ces 2 ans, c'est 12 communes qui sont le périmètre du grand site de France, Bibracte, Morvan des Sommets, au sein du coup du parc naturel régional du Morvan. C'est un territoire qui est à la fois, enfin qui est tout petit et qui est cohérent de manière paysagère et géographique, puisque c'est l'écrin paysager, on va dire, du Beuvray et du Prennelay, enfin ouais, des sites classés du territoire, notamment le Mont Beuvray. Mais par contre, d'un point de vue administratif ou d'un point de vue hydrologique, il y avait zéro cohérence, enfin, il n'y a pas de cohérence, puisque ce que vous pouvez voir un peu sur la carte, c'est que on est vraiment à cheval entre deux départements, la Nièvre et la Saône-et-Loire. On est à cheval sur 3 communautés de communes. Et on est sur deux grands bassins versants, puisque ce qui est au nord et qui est délimité en pointillé en rouge, donc au nord, c'est le bassin versant de l'Yonne, avec les sources de l'Yonne tout en haut, formule de la carte, et en dessous, on est du côté du bassin versant de la Loire. C'est un territoire qui est très, très peu densément habité, puisqu'on a 10 habitants au kilomètre carré, on a 3800 habitants sur 400 km², voilà, c'est très peu dense et qui a été marqué par l'exode rural, c'est-à-dire que voilà, on a eu un fort départ de la population après-guerre. Et puis depuis 2020, on a de nouveau des nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire. Donc il y a des changements sociologiques importants. Alors, j'arrive. Ouais, enfin. Très bien. D'un point de vue, ce qui vous intéressera aussi peut-être plus précisément d'un point de vue de la gouvernance de l'eau sur ce territoire. Donc, on revoit à nouveau la limite entre le département qui est en vert, la limite des grands bassins versants qui est en rouge. Du point de vue de la compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, on a 3 secteurs qui sont délimités, 2 sur le secteur du bassin de la Loire, donc au sud, celui qui est violet et celui qui est vert, avec 2 acteurs différents. D'un côté, c'est le syndicat mixte du bassin versant de la Roue et de la Somme. De l'autre côté, c'est le parc naturel régional du Morvan. Et au nord, sur le bassin Yonne, on a aussi le parc naturel régional du Morvan avec une autre équipe qui s'occupe de la GEMAPI. Et s'agissant de la gestion de l'eau potable, on a encore une situation qui n'est pas du tout homogène, puisqu'on a 2 syndicats intercommunaux assez gros sur le sud. Et plus on va aller sur les hauteurs, on va dire parce que le sud, c'est un peu le Piémont en termes de géographie, mais plus on va aller sur les hauteurs, plus on va avoir des systèmes beaucoup plus autonomes, on va dire. On a des endroits où on a des régies communales, des petites régies communales, des endroits où on a aussi donc des régies communales et des systèmes autonomes type association syndicale libre. Et là, je ne parle même pas des systèmes autonomes individuels, c'est-à-dire des gens qui ont simplement leurs sources et dont leur maison est juste raccordée à leurs sources. Et on a une commune qui est 100% gérée par des associations syndicales libres, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun service public au sens géré par une entité publique de l'eau potable sur le territoire. Ça, c'était un peu notre contexte notre terrain de recherche.
Et donc, comme je vous ai dit, c'était une recherche participative et interdisciplinaire. Donc, il a fallu qu'on développe toute une méthodologie pour pouvoir travailler ensemble. Et ça a commencé par se mettre à l'écoute du terrain. Donc, quand on a commencé le projet, on était 8 partenaires, on s'est retrouvés ensemble et tout le monde avait déjà un peu des intérêts, travaillait déjà un peu sur le territoire. Et tout le monde voulait partir en se disant, on n'a que 2 ans pour faire notre recherche, il faut absolument partir tout de suite et commencer à faire notre recherche tout de suite. Et nous, à la MPO, on a dit, bah non, on va plutôt s'arrêter. D'abord, on connaît bien les intérêts des chercheurs. Ce qu'il faut, c'est les partager, que les chercheurs partagent entre eux leurs intérêts différents. Et puis après, qu'on aille à l'écoute du terrain sur lequel on va travailler pendant 2 ans et qu'on puisse faire ressortir de cette écoute du terrain les intérêts des habitants pour qu'on puisse faire notre recherche participative à un endroit où on arrive à croiser les intérêts des chercheurs et les intérêts des habitants, des habitantes. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant 3 mois. Donc on a demandé aux gens de surtout pas se précipiter sur le terrain, mais d'attendre et d'attendre qu'on puisse partager tous ensemble nos intérêts. Et puis ensuite, trouver des sites d'études communs, parce que même si on a un tout petit territoire de 12 communes, on ne pouvait pas faire une recherche pendant 2 ans sur les 12 communes en même temps. Donc on a choisi 6 petits bassins versants, têtes de bassins versants, où on arrivait à croiser les intérêts, des intérêts disciplinaires différents et des intérêts des habitants sur le territoire pour se concentrer sur ces terrains-là. Donc on a fait ça. Je vous ai dit les disciplines qui étaient un peu mobilisées, mais là vous voyez le schéma qui est à côté, qui est issu du site qui a été créé par l'unité de service mosaïque du Muséum national d'histoire naturelle, qui montre un peu comment est-ce qu'on a appréhendé les disciplines et la circulation de l'eau. En fait, on se dit notre enquête, elle vise à explorer les trajectoires de l'eau spatialement et temporellement aussi, en mobilisant les différentes disciplines. Donc, quand on parle de l'eau dans le sol et les écosystèmes, qui est le premier item, on va mobiliser l'hydrologie, la climatologie, c'est le suivi des pluies et un modèle climatique oui, enfin, il y a un modèle climatique qui a tourné sur ces 12 communes pour savoir comment le changement climatique allait impacter en fait les écoulements, enfin l'hydrologie du territoire dans le futur. Sur l'eau du sous-sol et l'eau des sources, on a mobilisé du coup la géologie et un peu d'hydrogéologie, même si on n'avait pas d'hydrogéologue dans l'équipe. Ça va être des suivis un peu de piézométrie et de débit pour comprendre comment fonctionnent les sources du Morvan, parce que aussi étonnant que ça puisse paraître, en fait, on a très peu de connaissances en fait sur comment fonctionnent toutes les sources qu'on a dans le Morvan et qui sont perchées, qui plus est, qui sont en hauteur dans la montagne. Donc c'était un peu comprendre ça. Sur les usages passés et actuels de l'eau, ce qu'on a mobilisé, c'est la géographie, la géomorphologie, l'histoire et la géoarchéologie. Et là, on s'est intéressé aux traces des usages passés et des impacts qu'ils avaient pu avoir sur les usages d'aujourd'hui ou sur le système d'aujourd'hui. Donc, c'est la question des moulins, de l'irrigation gravitaire des prairies ou du flottage du bois. Et donc là, on a mobilisé aussi le LIDAR, donc ces images. Ces images et les traitements d'images qu'on peut faire pour apercevoir les micro-reliefs du sol et des recherches en archives pour mieux comprendre du coup cette trajectoire un peu temporelle des usages de l'eau. Et en dernier, on s'est intéressé au savoir sur l'eau. On disait qu'on mobilisait les habitants du territoire et les habitants du territoire, qu'ils soient élus, simples habitants, agriculteurs, agricultrices, ils ont des connaissances très approfondies sur leur système parce qu'ils se sont toujours débrouillés d'une certaine manière tout seuls. Donc c'est là où on a mobilisé l'anthropologie et l'ethnologie pour aller à la rencontre des gens et essayer de comprendre comment ils avaient comment ils avaient constitué ces savoirs-là, comment ils se les transmettaient. Et les chercheurs, les chercheuses étaient très très intéressés par confronter eux leur savoir dit scientifique euh, à ces savoirs qu'on dit situés ou vernaculaires, il y a plein de mots pour le dire, parce que les deux étaient très très enrichissants. Les habitants étaient avaient besoin enfin, parfois des scientifiques pour comprendre certaines réalités, et les scientifiques à l'inverse avaient besoin des habitants pour comprendre certaines réalités ou confirmer des hypothèses. Donc on a essayé de faire ça, en fait, de créer des endroits où on pouvait partager ces savoirs. C'est là qu'on a. Donc, ça, c'est la phase donc, de terrain, dans laquelle on est vraiment entré dans le terrain, où on a organisé des ateliers de recherche participative avec les habitants. Donc, on en a organisé, j'ai compté 24 en 2 ans, enfin, même pas 2 ans, parce qu'on n'a pas commencé directement. Donc, on a vraiment, de manière intense, essayé de créer des espaces où on pouvait se parler
Et on pouvait faire voir cette diversité de savoir et comment ce que ça pouvait dialoguer sur le terrain pour mieux comprendre le fonctionnement de ce petit hydrosystème. Et puis évidemment, il y a eu des phases de terrain avec disciplinaires où il y a eu des instrumentations. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Et des recherches un peu plus disciplinaires, c'est-à-dire que le géologue a fait faire des lames minces de roches pour dater des roches, tout ça, voilà. Donc il y avait à la fois ces recherches disciplinaires et cette recherche interdisciplinaire se faisait en même temps et dans un souci constant de ramener la recherche en cours sur le terrain en disant, bah, en fait, j'ai pas encore de résultats publiés ou autre chose, mais je vous partage où j'en suis dans ma réflexion. Et ça a été quelque chose qui a été très très important aussi à partager avec les habitants parce qu'en fait, c'est un territoire finalement où il y a quand même pas mal de recherche qui se fait. Et en fait, il y a de la recherche qui se fait partout, mais le moment où la recherche en cours vient parler, enfin, la recherche sur un territoire s'adresse aux habitants de ce même territoire en disant, on est en train de faire ça, et on trouve ça, et on pense ça, et on a des hypothèses, et on doute, parce que c'est notre méthodologie scientifique, et que peut-être vous avez un avis là-dessus, et ben en fait, ça se fait très peu, en fait, de remettre la recherche dans l'actualité du terrain, quoi, et avec les habitants du terrain. Donc on a essayé de faire ça pendant 2 ans et on a créé, donc le Muséum national d'histoire naturelle a créé une plateforme numérique pour centraliser un peu les données et faire des échanges. Et je vois qu'il y a une faute d'orthographe et pouvoir échanger aussi sur ses connaissances, en ajouter, en partant du principe que c'était un peu des sciences participatives inversées. C'est-à-dire que plutôt que les sciences participatives, ça peut être ce qu'on appelle du crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de produire, aux habitants de produire de la donnée pour que les scientifiques la moulinent parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour avoir toutes ces données. Et nous, c'est pas ça du tout qu'on a fait, c'est on a essayé de construire des tutoriels pour que les gens puissent répliquer des protocoles scientifiques, par exemple de débit, de mesure du débit des sources, de mesure de la pluviométrie de leur puits, ou de comment on va chercher dans les archives quelque chose, ou comment est-ce qu'on arrive à lire le lidar pour comprendre le paysage autour de nous. Donc on a essayé de faire des tutoriels pour que les gens, les habitants, puissent mener leurs propres recherches selon leurs propres intérêts et pas pour les intérêts des chercheurs. Donc, je vous aurais bien dit d'aller voir cette plateforme, mais peut-être que vous le savez, le Muséum a subi une attaque informatique de grande ampleur au mois de juillet et tous leurs serveurs sont encore en carafe pour le moment. Donc, on espère que le site sera à nouveau en ligne bientôt, mais depuis le mois de juillet, il est down. Et c'est pas leur première priorité, je crois, de rétablir ce genre de site parce qu'ils n'ont plus de système de paye, ils n'ont plus rien du tout, quoi, en fait. Donc, voilà. Je vais aller un peu plus loin dans un peu cette méthodologie de recherche participative et interdisciplinaire pour vous décrire un peu ce genre d'atelier qu'on a pu faire. Et je ne vais pas forcément tout vous raconter, mais vous pourrez poser des questions à la fin. Je préfère laisser du temps pour que vous posiez vos propres questions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a fait 2 formats d'atelier. En fait, on a essayé de créer des cadres assez précis de recherche participative et interdisciplinaire pour faire ce que je vous disais, de pouvoir mettre en présence différents types de savoirs, différents types de connaissances et les faire dialoguer sans qu'il y ait trop de posture d'autorité. Parce que quand on a un chercheur qui nous dit quelque chose et qu'on est un simple habitant pour vulgariser, enfin, pour caricaturer, ça peut être difficile de contredire le chercheur et dire non, mais je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pas ça que je pense. Donc en fait, on a créé vraiment des cadres de discussion sur le terrain où on a pu faire cet exercice de faire de la recherche avec des partenaires qui ne sont pas des partenaires académiques du territoire. Donc on avait différents types d'ateliers. Je vous ai parlé du lidar, donc cette technique, enfin cette technologie qui nous permet de voir les micro-reliefs du sol. On a fait par exemple plusieurs, je crois que c'est 4 ou 5 ateliers où on a essayé de transmettre aux gens cette technologie lidar, comment la lire. Et sur le site du MNHN, on a même mis du coup le lidar traité accessible en ligne pour que les gens puissent aller regarder autour de chez eux et identifier des structures liées à l'eau autour de chez eux et puis les documenter. Et du coup, on a eu des très belles participations de quelqu'un qui a retrouvé un ancien moulin dont son voisin lui avait parlé. Et son voisin lui avait dit, ah, à ce endroit-là, il y avait un moulin, un battoir à écorce.
Et la personne, avec le lidar, a identifié l'endroit, a fait la balade jusqu'à cet endroit, est allée prendre des photos, l'a localisé sur la carte, qui est en ligne, et a raconté l'histoire que lui avait transmis son voisin. Donc là, on a un truc qui n'est pas du tout disciplinaire, où la personne ne s'est pas intéressée forcément de manière précise à l'archéologie ou à l'histoire, ou même à l'hydrologie de l'endroit. Elle a dit, en fait, moi, avec tout ce qu'on... Enfin, je rassemble, en fait, plein d'informations. Et mon intérêt, c'est de mieux connaître, de mieux connaître cet endroit-là, d'inciter des gens à aller le voir et à prendre soin et à avoir des réflexions sur, voilà, sur plein de choses. Bah, je vous laisserai aller regarder ces contributions, mais du coup, on a ce genre de contributions après ces ateliers. On a fait un atelier aussi de mesure de l'eau, où on a essayé de transmettre des techniques simples de mesure de débit et de piézométrie aux habitants pour qu'ils puissent faire le suivi eux-mêmes de leurs ressources en eau, parce qu'il y a plein de gens qui ont des puits ou des sources à côté de chez eux, ou des lavoirs. Et du coup, on a quelques habitants, on a un petit groupe d'habitants qui s'est mis à faire des mesures, et je vous en reparlerai un peu plus tard aussi. Voilà, et on a fait aussi, donc ça c'est des ateliers plutôt grand public, et on a fait des ateliers avec des publics spécialisés parce qu'ils ont des connaissances spécialisées et qu'on voulait mettre en valeur ces connaissances spécialisées-là dans un cadre qui permettait de les accueillir. Donc on a fait un atelier avec les associations, on a fait plusieurs ateliers avec les associations syndicales libres et un atelier avec des agriculteurs par exemple. Et le deuxième format du coup de recherche, c'était un format un peu plus précis, ou pas forcément grand public, où on n'invitait pas forcément tout le monde, mais avec des ateliers collectifs de terrain, où on essayait toujours sur le terrain. Ces ateliers ont toujours eu une phase de terrain, on n'est jamais resté en salle. Permettait d'appréhender le terrain avec différentes disciplines en se disant si on se met sur le même terrain, moi avec ma lecture, toi avec ta lecture, qu'est-ce qu'on arrive à dire de cet endroit-là? Et c'est là qu'on a essayé de mettre aussi en perspective des enjeux actuels, notamment avec les socioprofessionnels du territoire. Je vous ai parlé des gens des Gémapiens, donc le parc, je sais qu'il y a au moins Laure et Véronique qui sont là. Et le SMBVAS, on a essayé de créer des espaces d'échange avec ces sociopros du territoire pour éclairer les enjeux actuels et pour pouvoir aussi leur permettre quelque chose qui paraît tout simple mais qui ne se fait pas non plus, bah, d'accéder à des chercheurs qui réfléchissent à des problématiques actuellement sur leur sur le terrain sur lequel ils ont une compétence GEMAPI et de partager en fait des réflexions et d'avoir des endroits aussi où on n'est pas d'accord et on arrive à se dire on n'est pas d'accord, on n'a pas forcément les mêmes points de vue, mais on arrive à dialoguer quand même. Voilà, donc ça c'est ça c'était le gros de ce que nous on a fait aussi à la MPOB pendant 2 ans. Je vais vous partager un peu maintenant quelques résultats. Je ne peux pas pouvoir présenter tous les résultats qu'on a parce qu'en plus je me sens moyennement légitime à présenter les résultats de mes collègues partenaires alors qu'ils sont pas là et qui pourraient dire des choses beaucoup plus précises que moi sur cette recherche, mais en gros, ce qu'on a fait des instrumentations en tête de bassin versant. Ça, c'est le laboratoire Biogéosciences qui a installé deux canaux Venturi, là, comme on voit sur la photo en haut, pour suivre le débit de petits cours d'eau en tête de bassin versant. Donc, il y a la fontaine Saint-Pierre qui est sur le site de Bibracte qui a été instrumentée. C'est le bassin de la Loire. Et les sources de l'Yonne qui ont été instrumentées au sein de la RNR des Tourbières du Morvan. Et puis, il y a en dessous, vous voyez, on voit, ça c'est un ancien puits qui a été trouvé sur le site de Bibracte. Et donc, il n'y a pas de prélèvement dedans. Et puis, voilà. Et donc, il est sécurisé. Et donc, on a pu mettre une sonde piézométrique dedans pour pouvoir. Et ce puits-là, il est en amont du ruisseau de la Fontaine Saint-Pierre. Donc en fait, on a aussi une station météo sur Vibrac qui a été posée par Biogéosciences. Donc en fait, on a une mesure de pluie, une mesure de profondeur de la nappe, une mesure de débit de ruisseau. Et comme ça nous permet un peu de calculer des choses, notamment le temps que met la pluie à s'infiltrer et à sortir du système et les variations de ce temps de séjour en fonction des mois. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là où vraiment, moi, je ne suis pas hydrologue, donc je ne vais pas je vais pas, si vous avez des questions très précises, je pourrais probablement ne pas y répondre, mais en tout cas, on voit que assez logiquement, il y a une différence. C'est que sur un tout petit système là où on est à quelques centaines de mètres d'écart en fait entre le suivi piezo et la station de suivi de débit, on voit qu'en été, on peut avoir jusqu'à 5 jours
de latence entre le moment où la pluie tombe et le moment où on a une variation de débit significative, ce qui laisse à penser qu'on a quand même un gros système derrière et que l'eau ne fait pas que rentrer et sortir, alors qu'en hiver, quand le système est plein, ben, l'eau, elle circule beaucoup plus vite. Voilà, ce qui est assez logique. Mais ça nous permet de documenter ça et d'avoir un peu une meilleure connaissance en fait sur sur ces têtes de bassin versant du Morvan, où on a, d'un point de vue de la qualité des eaux, généralement une très bonne qualité voilà, de l'eau et des écosystèmes. Mais en fait, on ne les connaît pas plus que ça, parce que c'est pas là forcément qu'on met les efforts de suivi, quoi. J'essaie d'être plus vite parce que sinon j'aurais jamais fini. J'arrive toujours pas voilà, à suivre. Donc je vous dis que les habitants avaient fait des suivis aussi, eux, de leurs puits et de leur pluviométrie aussi, parce qu'en fait, beaucoup de gens suivent la pluviométrie tous les jours. Et en fait, ça, c'est des résultats, par exemple, que les scientifiques, ils sont contents de trouver, parce qu'ils se disent, bah, ça nous permet d'avoir une illustration, en fait, de la variation, en fait, des pluies entre des micro-bassins versants, et puis de mieux comprendre, du coup, bah, à quoi c'est dû, est-ce que c'est dû à des effets géographiques, souvent. Et comment est-ce que ça va influencer le climat du futur, en fait, dans l'idée où on veut savoir comment le climat, comment la disponibilité de la ressource en eau va évoluer dans le futur, et ben de savoir qu'il y a déjà des territoires qui sont moins arrosés ou qui réagissent un peu différemment, ça nous donne des informations précieuses, en fait, à une échelle très locale, hein. Et donc voilà, et les scientifiques, du coup, sur la base des suivis qu'on fait des habitants, ont pu restituer, on fait des graphes, et ont pu leur restituer en gros des informations sur la même chose. En fait, puisque vous avez un niveau de nappe et un niveau de pluviométrie, ben, on peut vous dire en fait à peu près combien de temps combien de temps le système voilà, en combien de temps l'eau ressort du système. Et voilà, et ça intéressait beaucoup les gens qui ont parfois des utilisations de leur puits pour leur jardin, de comprendre un peu la dynamique qu'ils voyaient déjà en fait, de pourquoi est-ce que les niveaux les plus bas, ben, c'est au mois d'août et que après ça remonte avec les pluies de septembre-octobre et voilà, enfin, de voir, mais de le voir et d'avoir à disposition des scientifiques qui peuvent expliquer cette dynamique-là, ça les a beaucoup intéressés. Euh, donc, je vous ai dit qu'il y a eu des simulations hydroclimatiques. Il y a un modèle climatique qui a tourné sur ces 12 communes. Donc, moi, là, j'ai pas sorti les graphes de biogéosciences sur ces simulations parce que je ne les avais pas avec moi à la préparation du PowerPoint. Mais en gros, voilà, Biogéosciences et Supagro Dijon avaient déjà fait des prévisions, en fait, euh, sur l'impact du changement climatique sur la ressource en eau sur le Morvan, à l'échelle du Morvan, en lien avec le parc naturel régional du Morvan. Et là, ils ont recalibré les modèles euh, pour les baser sur des tout petits bassins versants et ces têtes de bassins versants-là, pour voir comment est-ce que, si on, sans parler de l'échelle du Morvan ou de grands bassins versants, parce que là, par exemple, je vous montre l'indicateur de Lyon à Corancy, il est quand même, il est quand même assez loin, en fait, de notre territoire d'étude. Essayer de recalibrer des modèles en se basant sur des données de suivi et des observations plus localisées. Et les mesures que font les habitants, les mesures de suivi de débit en continu qui sont faites grâce au projet vont permettre de vérifier la validité, la solidité aussi de ces projections. Et là, je vous avais montré un peu, enfin là, je vous montre quelque chose qui sort justement de cette étude qui est un peu plus ancienne à l'échelle du Morvan et qui montre, par exemple, en termes de résultats, hein, qu'on avait déjà, mais qui sont euh, pour vous montrer ce qu'on arrive à donner comme indication, c'est que voilà, sur Lyon-Corancy, on voit que dans les années, enfin, on voit qu'en 80, on avait 37 jours d'étiage par an et qu'en 2100, on se projette plutôt vers 93. Donc, c'est quasiment un triplement, enfin, plus qu'un doublement de ces jours d'étiage. Et pareil, sur les débits, en fait, on a des chutes du débit minimum, voilà, qui s'annoncent avec les prévisions, enfin, en tenant compte des prévisions, des modèles météo qu'on a jusqu'ici. Je vais assez vite un tour sur ces résultats, puis après vous me poserez des questions. Il y a la question des usages anciens de l'eau, pour vous montrer un peu ce que ce projet de recherche a permis de faire aussi. On a trois chercheurs qui ont travaillé sur le flottage. Donc le flottage du bois, c'était quelque chose qui, enfin, j'imagine que vous connaissez, mais
Pendant plus de 4 siècles, le bois du Morvan a été coupé et envoyé à Paris pour servir de bois de chauffage et envoyé par voie fluviale, enfin par le biais notamment de l'Yonne et de ses affluents. Et du coup, il y a tout un tas d'aménagements qui ont été faits pour pouvoir assurer cette logistique en fait du bois. Et là, on voit sur l'image de droite, c'est peut-être pas très clair, mais on voit les piles de bois pour montrer, et les gens qui sont tout petits au-dessus, pour montrer un peu la quantité de bois qui était envoyée à chaque fois qu'on larguait de l'eau. Et du coup, l'idée, c'était de voir comment cette pratique-là elle avait impacté le paysage et le fonctionnement hydrologique du territoire, puisque c'est une activité qui a eu lieu pendant, je dis, pendant plusieurs siècles et dont on voit encore les marques aujourd'hui. Donc là, vous voyez par exemple en violet sur la carte, ça c'était un ancien étang de flottage qui donc, est sur le cours d'eau. Et ce qu'on voit en marron, c'est des places, c'est ce qu'on appelle les ports, c'est l'endroit où on jetait les piles de bois. Et ce qu'on voit en pointillé, c'est tous les chemins de desserte qui amenaient le bois depuis la forêt jusqu'à ces endroits-là pour qu'ils soient largués. Et du coup, on a des chercheurs qui sont en capacité de dire enfin, de reconstituer un peu des débits avec les archives, l'histoire et ce qu'on voit encore dans le paysage, et de dire qu'en gros, on provoquait des crues quasiment d'occurrence vingtenale 3 fois par semaine pendant la période de flottage. Donc ça a forcément eu un impact sur la morphologie du cours d'eau qu'on retrouve aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu les questions de recherche. Et de l'autre côté à gauche, vous voyez l'identification d'anciennes rigoles d'irrigation des prés, où en fait l'eau était détournée des cours d'eau euh, dans les versants avec des petits réseaux d'irrigation gravitaire, en fait, comme on le voit partout dans le monde, des petits réseaux donc, qui déviaient l'eau du cours d'eau ou des sources pour suivre les lignes de niveau et permettre de stimuler la pousse de l'herbe pour la production du fourrage. Donc, c'est une pratique qui a été très importante dans le Morvan, comme dans tous les territoires de montagne, et qui a progressivement disparu après-guerre avec la mécanisation, la fertilisation azotée notamment. Et voilà, l'idée, c'était d'un peu de comprendre. Et il y a encore quelques personnes qui le pratiquent aujourd'hui, mais ça reste résiduel. Voilà, l'idée, c'était aussi d'identifier l'ampleur de cette pratique sur le Morvan et comment. Et en fait, on la voit dans le paysage. Et maintenant, quand on sait la lire dans le paysage, maintenant, on le voit partout, en fait. On les voit partout, ces petits réseaux qui n'existent plus, qui aujourd'hui sont juste des, des reliefs, quoi. Je vous ai mis le lien vers d'autres résultats. On a un carnet hypothèse où on a quelques résultats qui ont été publiés, et notamment si ça vous intéresse ce que je vous ai raconté, notamment sur les réseaux d'irrigation gravitaire, il y a l'excellent mémoire de notre ancienne stagiaire Luciole Rabillet qui est là en visio, qui commence une thèse, enfin qui a commencé une thèse il y a un mois sur l'agriculture et le changement climatique. Et donc, elle a fait un mémoire sur les savoirs situés des éleveurs et des éleveuses du Morvan en lien avec l'eau. Donc, il y a un lien pour ce mémoire dans l'article. Et puis, voilà, donc je vous invite à lire ça. Et puis, il y a sur la géologie, j'en ai pas trop parlé, c'est aussi un résultat qui est hyper important. C'est en fait le géologue avec lequel on a travaillé a produit un complément au modèle conceptuel euh, euh, sur l'eau dans les systèmes de socle. On va dire, en gros, jusqu'ici, on considère que dans le granit, il n'y a pas de stock d'eau, mais il n'y a que de l'eau qui circule dans des fissures horizontales et verticales. Et en fait, ce chercheur en géologie, lui, arrive à démontrer que, en fait, dû à des altérations hydrothermales, enfin de l'hydrothermalisme très très ancien, hein, 340 millions d'années, il y a 340 millions d'années de ça, en fait, on a des roches de socle, granit ou des roches d'origine volcanique, qui sont devenues très finement poreuses et qui constituent en fait des aquifères et qu'on les retrouve à certains endroits liés à des sources pérennes. Donc, en fait, il complète le modèle. Ce système de failles existe bien, mais à d'autres endroits dans le Morvan, on arrive à prouver qu'on a des systèmes un peu différents. Voilà. Et dernier résultat dont je voulais vous parler, et je vais essayer de faire ça en 3 minutes pour pouvoir vous laisser la place à des questions. C'est la question des associations syndicales libres de gestion de l'eau qu'on a particulièrement étudiée, nous, à la MPOB. Une ASL, est-ce que déjà, enfin, j'imagine que vous savez ce que c'est ou peut-être pas. En fait, c'est comme dans le Morvan, on a un habitat très dispersé. Au moment où il a fallu amener l'eau potable
chez tout le monde, sur l'évier, comme on disait. Euh, Dans certains hameaux, sur les endroits qui sont notamment le plus en montagne ou les plus difficiles d'accès, il a été encouragé la création de systèmes autonomes de gestion de l'eau par le biais d'associations syndicales libres. Donc les habitants des hameaux se sont organisés pour créer une association syndicale libre. C'est comme une copropriété, mais au lieu d'avoir comme partie commune un ascenseur et un hall d'immeuble, ils ont une source, un réservoir et un réseau d'eau qui leur donne de l'eau potable. Donc ça s'est créé, les plus anciennes, hein, date enfin la plus ancienne qu'on a trouvée, elle date de 1914, donc de juste avant la guerre. Mais globalement, elles se sont créées dans les années 60 avec une politique volontariste de l'État et des départements, enfin, du département notamment de la Nièvre, d'amener l'eau dans les écarts. Et donc voilà, et donc elles ont perduré depuis les années 60 et les gens boivent de l'eau potable dans ces hameaux grâce à ces systèmes-là qui sont autogérés collectivement. Ce qu'on a exploré en fait en allant à la rencontre de ces gens-là, c'était de faire la preuve de concept qu'on avait bien là un commun au sens de Elinor Ostrom, c'est-à-dire enfin, un commun c'est quoi? C'est une ressource, une communauté, une gouvernance. Et donc là, en fait, ce qu'on arrive à prouver, c'est que la gestion de l'eau potable par des habitants qui sont regroupés en ASL est bien un commun, parce qu'ils ont une ressource, c'est l'eau potable et les infrastructures qui sont liées. Leur ressource, c'est pas que l'eau dans le sens l'eau qui coule, mais c'est qu'on va consommer, les réservoirs et les tuyaux. La communauté, c'est tous les habitants qui sont raccordés si leur maison fait partie du périmètre foncier de l'ASL. Et la gouvernance, c'est la structure, donc la présidence, l'éventuel bureau, l'assemblée générale, et le fonctionnement de l'ASL qui permet de gérer cette ressource et de faire en sorte que les gens arrivent à boire de l'eau, qui est quand même la satisfaction d'un intérêt vital et fondamental. Cette gestion qui est faite, qui selon nous constitue un commun, elle est soutenue et elle génère des savoirs situés, donc des savoirs très précis, qui ne sont pas, qui sont des savoirs qui ne se créent pas de la même manière que des savoirs scientifiques, par exemple, et qui sont beaucoup liés à une fréquentation du milieu et à une transmission orale. Et c'est pour ça que nous, la MPO, on s'intéressait et on avait déjà repéré qu'il y avait là quelque chose d'une culture populaire, en fait, de l'eau. On dit pas culture populaire, c'est même une expertise populaire en matière de gestion de l'eau, puisqu'en fait, on a depuis plus de 60 ans des gens qui gèrent leur approvisionnement en eau potable eux-mêmes et qui du coup se créent des savoirs et se transmettent des savoirs en lien avec ça. Et dès l'origine, en fait, le choix des sources, il a été fait par les habitants. Dès l'origine, en fait, enfin, la connaissance des sources, des bonnes sources, c'est un savoir qui est détenu par les habitants qui vivent là, par les agriculteurs qui observent. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre en lumière, c'est quels savoirs sont mobilisés. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on constitue ces savoirs, mais il y a quand même cette idée d'observation, d'expérience, d'essayer. Et voilà, et que tout se transmet de manière orale. On peut essayer de faire des textes, des cartes, des plans, et d'ailleurs chacun y va de sa propre écriture pour essayer de garder des traces, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir le plan du réseau pour savoir exactement où il passe, et ça les gestionnaires d'eau potable comprendront assez bien cette différence-là, parce qu'en plus les cartes, généralement, c'est un trait de crayon sur un plan cadastral. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et enfin voilà, du coup, il y a forcément une part de transmission orale. C'est un peu si on fait le parallèle avec la musique, il suffit pas d'avoir une partition pour savoir jouer le morceau. Et voilà. Je préfère aller vite et vous laisser de la place pour les questions parce que je vois qu'il est un peu tard. Donc on a fait tout un tas de conclusions en fait sur ce mode de fonctionnement qui est quand même très original et qui nous semblait un peu décrié au début de notre recherche. On avait l'impression que tout le monde disait oui, mais les gens sont contre les ASL, la qualité de l'eau qui est délivrée n'est pas bonne. De toute façon, ça fonctionne mal. Et en fait, ce qu'on a réussi à montrer, c'est que ça fonctionne plutôt bien, que la qualité de l'eau qui est délivrée, elle est plutôt bonne parce qu'elle est bonne à l'origine et que la place des modes de surveillance, de la vulnérabilité par rapport à leurs ressources, c'est traité de manière totalement différente des systèmes d'eau potable, on va dire, traditionnels classiques. Voilà, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et que par contre, il y a une relation de familiarité très importante qui se crée à la ressource. On la connaît et c'est comme ça qu'on arrive à la surveiller et qu'on arrive à ne pas être inquiet parce qu'en fait, on a des repères qui sont très différents des repères qu'on a habituellement dans la gestion de l'eau potable.
Et les perspectives par rapport à ce travail, c'est que en fait, en rassemblant, enfin, en travaillant avec les ASL, en les rassemblant pour leur parler des résultats de nos recherches, euh, elles ont exprimé un besoin de se mettre en lien, de se partager un peu plus ces savoirs et d'assurer la sauvegarde, en fait, on va dire, de cette culture populaire de gestion de l'eau dans le Morvan. Et donc, du coup, on s'oriente vers la création d'un centre de ressources dédié aux ASL du Morvan au sein de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. Voilà, désolé probablement que c'était un peu long, mais maintenant je suis toute à votre écoute. Merci Cécile, je crois pas que ça a été un peu long. Je pense que ça méritait justement d'être long, parce que c'est un projet qui, je suppose, n'était pas forcément connu de toutes et tous. Alors on est quasiment au complet par rapport à toutes celles et ceux pardon, qui étaient inscrits dans ce café captaire, hein. On est à peu près 22, 23. Bah écoutez, il est 10h15, donc on a 15 minutes, puisqu'on termine à 10h30 comme d'habitude, hein. On a 15 minutes pour avoir des échanges entre vous toutes et tous et Cécile. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Alors dans le chat, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions qui apparaissaient, me semble-t-il. Donc je ne sais pas. Attendez, je vais juste vérifier ça. Oui, il y avait plusieurs questions même, notamment alors, je suis désolé parce que j'ai pas les noms. J'ai des noms, mais j'ai la ferme de la Condémine. J'ai Tram et Territoire, donc j'ai Stéphanie Cuenin qui posait aussi des questions. Deux choses l'une. Soit je lis vos questions dans le chat, soit je vous laisse. Je trouve que c'est plus sympa pour Cécile notamment. Soit je vous laisse poser vous-même vos questions. Est-ce que Stéphanie Cuenin de Tram et Territoire, qui pose deux questions dans le chat, souhaite intervenir ou... Oui, bonjour. 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 Donc juste merci déjà pour cette présentation qui est très intéressante. Oui, j'avais juste, vous avez évoqué le nom d'un chercheur là sur la partie roche granitique et le fait qu'il n'y avait pas de ressources sur ce type de sol. J'ai pas eu le temps de noter le nom de cette personne, mais bon, c'est un détail ça, hein. Et sinon, concernant les ASL et leur fonctionnement, sur l'ensemble du territoire d'études, combien en fait ont été identifiés et est-ce qu'il y a une différence entre elles en termes de gouvernance et sur les systèmes de contrôle ou de la ressource et de la qualité, etc. Est-ce qu'elles fonctionnent en fait, est-ce qu'elles mettent en place les unes les autres des fonctionnements différents parce que les personnes concernées sont différentes, ou est-ce que globalement vous constatez que elles sont sur des modes de contrôle et de gestion de la ressource un peu analogues? Alors, donc, merci pour les questions. Donc, le chercheur, je ne pense pas l'avoir mentionné en plus, il s'appelle Stanislas Cizarek. Et si vous allez regarder sur le carnet hypothèse de Coudrier, vous avez un article qui essaye d'expliquer un peu ce truc sous le modèle conceptuel complété, on va dire, pour le Haut-Morvan. Donc, Stanislas Cizarek. Merci. Voilà. Et pour la deuxième question, du coup, sur le secteur d'études, on a identifié, c'est pas sûr qu'on les ait toutes identifiées, hein, 27 ASL. Nous, on en a vu une quinzaine, on en a vu 15. Et par contre, au niveau de Nièvre et Saône-et-Loire, enfin, au niveau Morvan plus large, on est à plus de 70 a priori ASL sur tout le territoire. Et donc, non, elles fonctionnent toutes très différentes. Alors, elles ont toutes les mêmes caractéristiques de base, hein, c'est-à-dire de gérer une ou plusieurs sources, un ou plusieurs réservoirs et un réseau. Mais en fonction, ce qu'on a pu identifier aussi grâce à notre étude, c'est qu'en fonction de la taille des ASL, on a des modes de fonctionnement qui sont très différents. C'est-à-dire qu'on a des ASL, on a quelques-unes qui ont plus de 50 branchements. Donc, c'est comme une petite régie municipale d'un tout petit village, quoi. Et là, du coup, on est sur des modes de fonctionnement beaucoup plus dans l'anticipation, parce que c'est des ASL qui ont plus de moyens aussi. Euh, Parce que j'ai pas précisé qu'en fait, du coup, ils ne payent pas l'eau en fonction de la consommation, mais ils payent un forfait, un abonnement, en fait. Et c'est tout. Et donc, du coup, en fonction du nombre de gens qui sont raccordés, bah, ça crée plus ou moins de ressources pour gérer le réseau. Et du coup, sur les grosses ASL, on va avoir vraiment une gestion préventive où on peut pas se laisser déborder par un incident. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont raccordés, parce qu'on a des réseaux très très grands, donc voilà, on a des fonctionnements euh, voilà, très préventifs. Et sur les toutes petites ASL, on a certaines ASL, il y a 3 maisons. Donc là, ça n'a rien à voir. Du coup, on n'a pas besoin d'être aussi structuré, d'être aussi sur la surveillance, parce qu'en fait, généralement, c'est aussi lié au fait que dès qu'il y a un incident, on le voit.
Parce que c'est des choses bêtes, mais la pression baisse au robinet, on entend des trucs bizarres. Enfin, ça mobilise beaucoup sur la surveillance, ça mobilise beaucoup le visuel, le bruit, voilà, la pression de l'eau où on voit que, je sais pas, que le trop-plein en passant, on voit que le trop-plein du réservoir ne coule pas comme il devrait. Donc il y a plein de modes de surveillance du quotidien qui font qu'on est en capacité de réagir très vite et que ça impacte très peu les gens. Donc on est plus sur un fonctionnement en réaction, en gestion de l'incident et moins sur la prévention de l'incident. Mais ce qu'on arrive à montrer, c'est qu'il y a au moins il y a au moins quatre catégories en fonction des tailles. Et il y en a qui fonctionnent pas bien. Mais du coup, ce qu'on arrive à identifier aussi, il y en a qui fonctionnent pas bien. Et plus on est petit, pas plus on est petit, mais plus on a des indicateurs qui permettent de voir quand l'ASL peut sortir d'un mode de gestion optimal. Et du coup, le fait de l'identifier, de l'avoir vu et de voir vu à quoi ça tenait, ça permet aussi d'aider dans le futur pour dire comment retrouver une trajectoire de fonctionnement un peu plus optimale, quoi. Mais on va dire que l'immense majorité fonctionne très bien et a zéro problème en fait. Merci, merci Cécile. Est-ce que Stéphanie Conin, la réponse de Cécile vous convient? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'avais une personne de la ferme de la Condémine, je ne sais pas, qui posait une question dans le chat. Est-ce que vous souhaitez intervenir directement? Euh, Merci Christophe Renikiewicz. Merci pour la présentation. Non, j'avais mentionné parce que je savais pas que ça allait arriver dans la présentation. L'explication sur les ASL. Poser la question avant la présentation. Mm. Une question. Est-ce que ça va au-delà de l'approvisionnement en eau potable? Est-ce que ça provoque des réflexions sur la préservation de la ressource, sur les questions d'assainissement aussi, les ASL? Comment ça s'inscrit dans une meilleure gestion de la ressource. Est-ce que ça va au-delà de l'eau potable? On a des ASL, on a une ASL qu'on a rencontrée qui s'était créée, qui n'était pas du tout une ASL à la base, qui était un syndicat de tourisme et de mise en valeur en gros du hameau et qui a porté l'ASL jusqu'à ce que l'ASL soit constituée à part finalement. Donc on a des trajectoires un peu comme ça. Et aujourd'hui, on ne peut plus créer d'ASL de gestion de l'eau. Donc toutes celles qu'on a aujourd'hui, elles ont été créées avant les années 2000. Et généralement, dans les années 60, on a eu très peu d'ASL qui sont constituées après. Et sur la préservation de la ressource, bah oui, en fait, c'est les gens qui gèrent l'ASL et les gens qui sont dépendants de l'eau sont forcément concernés en fait par les variations de la ressource et la protection de la ressource. Donc ils ont des périmètres. Il y a un hydrogéologue qui est passé dans les années 90 et qui a fait des périmètres de protection. Ils ont des périmètres de protection. Il y en a certains qui ont même des actions foncières, c'est-à-dire qu'ils essayent d'acquérir le périmètre de protection, ils essayent d'acquérir la forêt qui est au-dessus. Ils peuvent avoir des problématiques, mais ils essayent de les gérer. En tout cas, il y a une attention à la qualité de la ressource. Et puis, enfin voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais euh, oui, en fait, ils dépendent directement de ces sources-là, donc ils sont forcément très très attentifs et à leur qualité et à leur fonctionnement, quoi. Ok, c'est contractualisé d'une certaine manière, c'est une manière parce que au-delà de l'acquisition foncière, est-ce qu'il peut commence à créer des nouveaux partenariats avec des agriculteurs? Est-ce que ça permet de il n'y a pas forcément un échange monétaire, mais comment est-ce que voilà, ça sort un peu des modèles classiques Bah, qu'on ça sort essaie. des modèles classiques, mais même à l'origine, parce qu'en fait, les gens, Hmm. quand ils ont créé les réseaux, en fait, on se rend compte aujourd'hui que les réseaux, ils passent un truc qu'on ne ferait plus aujourd'hui. On se rend compte que les réseaux, ils passent en diagonale dans les champs. Pourquoi? Bah, parce que c'est le plus court et ça coûtait le moins cher. Et que tellement, les gens étaient tellement contents d'amener l'eau au robinet qu'ils étaient d'accord pour que les canalisations traversent leur pré, n'importe comment. Et du coup, c'est des logiques un peu différentes, en fait. Ils sont dans enfin, les gens qui habitent sur ces hameaux et les gens qui occupent les terrains sont souvent les mêmes. Donc en fait, on peut avoir des agriculteurs dans l'ASL qui sont concernés. Donc eux, ils vont faire des pratiques de protection. C'est pas contractualisé en tant que tel, mais c'est un contrat social parce qu'en fait, il y a un contrôle social des gens. Si l'agriculteur qui est dans le hameau, il bénéficie de l'eau pour son exploitation, pour ses vaches, pour sa maison, et que ces bêtes peuvent entraîner une pollution, les gens vont lui dire, bah non, il faut faire autrement. En fait, il y a un contrôle social. Ça se fait dans la gouvernance de la communauté, en fait. Et donc, il n'y a pas forcément de contractualisation. Il y a certains endroits où il y a des contractualisations, mais c'est pas le mode
principal, quoi. Et puis, c'est des pratiques qui sont inscrites dans le temps. Ça fait 60 ans que c'est comme ça, donc ça se transmet ça aussi, en fait, cette contrainte-là, on va dire. Je sais pas comment le dire, mais... Merci. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes à peu près. J'ai 3 questions dans le chat. Je pense que ça sera peut-être les 3 dernières. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, je vous invite, parce que je suppose que Cécile n'y verra pas d'inconvénient en soi, peut-être à prendre le mail, à prendre ton mail et puis à te poser directement des questions. Ou alors moi je relayerai de mon côté. Donc les 3 questions que j'ai dans le chat, si je les prends dans l'ordre, et donc là pareil, hein, ça serait peut-être mieux si vous les posez directement. Donc il y a Marie Ponce de la DDT 21 qui souhaitait poser une question. Est-ce que je la lis ou est-ce que je vous la laisse la poser? Oui, c'était juste pour... Bonjour, c'était juste pour revenir sur l'origine du projet. Oui, Ça alors va? l'origine, Ouais, ça va, oui, j'ai vu la question dans le chat, effectivement. Donc l'origine du projet, en fait, c'est 2018, 2019, 2020, 2022, succession d'années de sécheresse, où on a l'impression que c'est les premières manifestations concrètes et importantes du changement climatique, enfin des impacts du changement climatique sur le territoire, hein, et qu'auparavant, le territoire se sentait un petit peu à l'abri des préoccupations en termes d'eau, en disant on a toujours eu de l'eau, on en aura toujours, même on en a trop. Voilà, il pleut beaucoup. C'est un peu cette prise de conscience du territoire, de sa vulnérabilité par rapport à la ressource en eau, ou du coup, du côté des élus, des gens qui gèrent l'eau potable, des agriculteurs, des agricultrices, il y a eu, euh, il y a eu une prise de conscience et il y a eu quelque chose qui a commencé à s'agiter. Et c'est ça aussi, cette écoute du territoire, d'être sensible à ça et de dire, bah, ça, c'est une question qui agite les gens. Et puis, voilà, donc c'est un peu ça l'origine. Et puis, plusieurs chercheurs qui avaient envie d'aller un peu plus loin aussi sur ces questions-là, sur le sujet. Donc, après, on a cherché un moyen de financer ce travail. Et pour les ASL, nous, à la MPOB, c'était quelque chose auquel on s'intéressait déjà. Et moi-même, quand je suis arrivée dans le Morvan, j'ai découvert ce mode de gestion, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, et puis, il y avait aussi des questionnements sur les ASL, sur leur pérennité, sur comment ils allaient faire face aux conséquences du changement climatique. Voilà, donc c'est vraiment cette écoute du territoire qui a fait que des gens se sont mobilisés pour porter ce projet. Merci Cécile. J'ai 2 questions. Donc pour terminer, tu les vois aussi bien que moi, je crois, du coup, dans le chat, hein. J'ai Sandrine Vatinel. Je vous laisse poser votre question, je la lis. Oui, non, je vais la poser. Bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est parce que je comprends le fait qu'il y ait que les gens qui utilisent l'eau puissent voir s'il y a un problème au niveau quantitatif, mais je me posais la question de comment sont gérés par les ASL les contrôles qualitatifs. J'ai bien entendu qu'il y avait des périmètres qui avaient été mis en place en 90 de protection, mais est-ce qu'il y a des analyses régulières et du coup, comment ils arrivent à gérer alors bien sûr, c'est le Morvan et il y a beaucoup de prairies, mais enfin voilà, j'avais une interrogation par rapport à la partie. Ah, on vous entend plus. Ce que je peux vous dire pour vous répondre, c'est il y a des analyses qui sont faites par les prestataires de l'ARS, en fait. Enfin, donc, il y a un suivi par l'ARS de la qualité de l'eau pour les ASL. Donc, il y a des analyses régulières qui sont faites et quand il y a un problème, il y a des mesures de remédiation qui sont prises. Sinon, ils chlorent leur eau, quoi. En gros, ils mettent des gaz de chlore dans le réservoir, généralement, pour Oui, assurer la enfin, chloration et voilà, et un suivi sanitaire en tout cas. alors moi je pensais plus au suivi nitrate et phyto, si vous voulez. Et ben c'est suivi dans les analyses, après les analyses de routine et les analyses complètes qui s'alternent, mais il n'y a pas spécialement de problème de nitrate et de phyto sur ces sources-là qui sont là on est vraiment sur des sources qui sont, enfin nous celles qu'on a étudiées pendant ces 2 ans, on est sur des sources à 700 mètres d'altitude, au-dessus il y a de la Oui, forêt quoi. oui, je comprends mieux. Merci. Alors, j'ai une autre question qui s'est ajoutée alors que je m'apprêtais à dire que ça serait la dernière question, qui est de Stéphanie Conner à nouveau. Mais alors, juste avant, j'avais, et puis on terminera par cette question-là, mais juste avant, j'avais Autun Morvan Écologie qui donc souhaitait poser également une question. Est-ce que je vous laisse poser votre question?
Oui, je veux bien. On peut répondre rapidement. Françoise Bussy, bonjour. Bonjour. Ma question, c'était, tu parlais du faible coût et de l'entretien, mais ça reprend un peu la question suivante. On a des impératifs aujourd'hui de changement de canalisation, comment est-ce que le syndicat prend en charge ces travaux qui sont obligatoires, qui vont devenir obligatoires, et comment est-ce qu'il les finance, quoi? Bah là encore, bonjour Françoise, du coup, ça dépend vraiment des ASL et de leur taille. On a en fait dans certaines ASL une gestion de renouvellement des réseaux où on a rencontré des gens qui nous ont dit bah, moi, depuis que je suis président ou présidente, je fais des tronçons de renouvellement chaque année, on programme des travaux. En fait, tout dépend en fait de l'ASL et de sa vivacité en fait en termes de gouvernance démocratique et des sous qu'ils ont. Mais en fait, et voilà, il y a des endroits où c'est une politique active de renouvellement des réseaux et des réservoirs et de réfection. Et il y a d'autres endroits où on attend que ça casse pour intervenir, mais on est obligé d'intervenir parce que voilà. Et donc je sais qu'il y a certaines ASL, par exemple, qui ont eu des recours à l'emprunt pour financer des gros travaux qu'ils ne pouvaient pas payer avec les adhérents. Et ça peut être des questions, des soucis, en fait, mais c'est la même, enfin, pour moi, c'est la même question que pour les régies municipales. Moi, je suis sur une commune où il y a une régie, enfin, c'est pas une régie municipale, c'est un petit syndicat intercommunal. Mais en fait, autant on voit la frilosité des élus à augmenter le prix de l'eau pour financer des investissements sur les réseaux d'eau qui sont beaucoup plus conséquents d'ailleurs dans le Morvan. Enfin, voilà. Enfin, ça coûte très cher par habitant dans le Morvan d'entretenir un réseau. Autant sur les ASL, on a des situations où effectivement, on n'est plutôt pas interventionniste, plutôt pas dans la prévoyance, mais on fait le minimum pour que ça fonctionne et on se débrouille pour faire nous-mêmes, parce qu'on a des gens qui font eux-mêmes, on a des agriculteurs, on a des artisans dans les hameaux, donc ils font les travaux en fait. Il y a beaucoup de travail qui est fait gratuitement, quoi. Donc ça coûte rien. Et on essaie de réparer au maximum. Il y a des gens qui nous racontaient qu'ils n'avaient pas changé les vannes depuis X années parce qu'en fait, il fallait pas dépenser dessous. Et il y a des gens qui ont de la trésorerie, il y a des gens qui n'en ont pas. En fait, enfin, il y a des ASL qui ont de la trésorerie, des ASL qui n'en ont pas. Et il n'y a pas de réponse uniforme, en fait, on va dire. Mais les questions se posent pareil pour tout le monde, en tout cas. Merci, merci Cécile. Alors, il y avait une dernière question. Il est 10h32, donc il va vraiment falloir que, j'allais dire qu'on Ah rende oui, l'antenne, pardon. mais qu'on se quitte. C'est donc Stéphanie Coenin qui voulait poser une question autour de la problématique de la gestion de l'eau. Je vous laisse la poser, puis Cécile, tu réponds Oui, rapidement. merci Antoine. Oui, oui, c'était juste, en fait, c'est parce que j'étudie sur la question du bassin de la Vienne, en fait, où on est un peu dans les mêmes problématiques de constitution géologique que dans le Morvan. Et donc, c'est vrai que les associations syndicales libres peuvent être parfois des réponses peut-être plus souples pour des questions de gestion de l'eau. Mais donc, est-ce que l'étude pourrait, d'une certaine manière, réactiver un peu la réglementation, puisqu'aujourd'hui, donc, il n'est plus possible d'en créer. Mais comme il y a donc cette loi du mois d'avril 2025 avec une application au 1er janvier 2026 sur le fait qu'il n'y a plus obligation de délégation de compétences aux EPCI, et donc les communes peuvent rester gestionnaires de l'eau, quoi. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer qu'il puisse y avoir une évolution grâce à vos travaux, en fait, et pour démontrer que quelque chose est aussi possible dans ce sens-là pour avoir une meilleure connaissance à la fois du fonctionnement de l'eau et de sa gestion à l'échelle très locale, quoi. Bah, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Effectivement, on ne peut plus en créer depuis les années 2000 Dommage. des ASL de gestion de l'eau. On peut créer des ASL de gestion d'autres choses, mais pas de gestion de l'eau. Ce n'est plus possible. Et notamment parce qu'il y a ce mouvement aussi institutionnel sur la centralisation des compétences en matière d'eau potable. Donc, c'est pas anodin. Nous, on cherche pas forcément à faire du plaidoyer pour que ça soit possible d'en faire à nouveau, mais plutôt c'est de dire en fait comment on préserve l'existant et comment on sauvegarde ça dans toutes voilà, dans toutes ces manières. En tout cas, on arrive à montrer que c'est un système qui peut fonctionner. Voilà. Et que ça fonctionne, mais enfin, donc, comment dire? C'est pas si facile de créer une communauté
qui va se rendre responsable de sa propre eau potable, en fait. Donc, je suis pas sûre que ce soit un modèle à porter comme étendard non plus. Là, il faut se rendre compte que dans les hameaux, ça a pris des années de discussion pour choisir la source, pour être sûr que tout le monde était d'accord, qui serait raccordé, comment on allait payer, combien, parce que c'est les gens qui ont payé. Et du coup, où ça allait passer le réseau, tout ça. Donc en fait, ça a pris des années en fait de construire cette communauté, de se fixer des règles communes, tout ça. Donc je suis pas sûre que ce soit pour moi quelque chose qui soit enfin, et transposable dupliqué, quoi. facilement comme ça, quoi. Mais ça, c'est mon point de vue à moi, hein. Peut-être que d'autres personnes auraient. En tout cas, Et les on trouve que c'est scientifiques, inspirant, en tout cas, dans la manière de gérer. Il y a des choses inspirantes à voir. Et notamment de voir que quand les gens ils sont responsables directement, eh ben, ils sont beaucoup plus proches, ils sont beaucoup plus concernés. Et ça, dans la gouvernance de l'eau à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Enfin, on a beaucoup de projets qui aujourd'hui se posent la question de comment on améliore les gouvernances de l'eau. Eh ben, que les gens soient responsables et qu'ils puissent prendre une décision et l'appliquer eux-mêmes, eh ben, on voit que ça fonctionne pour que les gens soient sont concernés et responsables de la ressource, quoi. Ça, on peut le dire. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut faire d'autres ASL? Merci. Bien. Bah, merci, merci Cécile, merci à toutes et tous pour vos questions. Je pense qu'il y avait qu'il y a un vrai intérêt pour ce projet et je suis content en fait que Cécile t'ait pu le présenter aujourd'hui. Merci. Merci à toi. Donc vous retrouverez évidemment ce café en replay sur notre site. Si vous souhaitez continuer à échanger avec Cécile, on vous donnera toujours sur le site le mail de Cécile, à moins que tu souhaites le donner tout de suite, peut-être éventuellement. Alors, c'est très simple, oui, parce que du coup, si je peux le donner là comme ça, je vais le mettre dans le chat, c'est cécile.mpob, donc Maison du patrimoine oral de Bourgogne, @gmail.com. Donc, c'est très, très simple. Je le mets dans le chat. Voilà, et je laisse le chat quelques instants pour que vous ayez le temps de le noter. Il y avait un dialogue entre Sandrine et Véronique Le Bourgeois du Parc naturel régional du Morvan dans le chat également. Vous pouvez aller le lire si vous voulez avant qu'on arrête. Et j'en profite justement pour vous laisser noter tout ça, pour vous dire que le prochain Café Capter, j'ai oublié de le dire dans la présentation, ça sera le jeudi 27 novembre, donc dans à peu près 3 semaines. Et on recevra à cette occasion Lucie Liège, donc du CPIE Yonne et Nièvre, qui viendra nous présenter la méthodologie sur laquelle elle a commencé à travailler pour prendre en compte donc l'eau dans les projets alimentaires territoriaux, qui, je vous le rappelle, sera l'un des sujets de notre journée régionale Capter, qui, elle, se déroulera donc le 11 décembre. Vous aurez l'occasion d'avoir toutes ces informations très bientôt, évidemment. Voilà, bah écoutez, il est 10h37, largement le temps donc de se quitter. Merci encore Cécile, merci encore à toutes et toutes d'avoir participé. Et puis à très bientôt. Au revoir, Merci à merci. vous.